Il n'y a que moi qui n'ai pas de papier. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors depuis 30 ans, on entend les politiques chanter la bouche en cœur qu'il faut faire de la politique autrement. Vieux slogan, tenté, éculé, vieille rengaine, jamais réalisé. Et si c'était en train d'arriver? Les chaînes d'infos en continu ne sont plus sur les ronds-points, ni sur les Champs-Élysées à filmer en continu les manifs et les casseurs. Elles diffusent de longues heures de débat avec le président ou le Premier ministre. Pas de longues conférences de presse sous les dorures des ministères, mais des discussions dans des gymnases ou des salles polyvalentes sur des chaises en plastique. On y parle de tout et surtout du quotidien des Français et parfois jusqu'au tri des poubelles. Aux politiques, suspend ton vol. Invités sur les plateaux de télé, ministres et membres du gouvernement ne répondent à aucune question. Ils sèchent et ils ne prennent aucun risque. Tout est renvoyé au fameux grand débat et à son résultat. Exemple hier sur France Inter avec Édouard Philippe. Moi, je préfère écouter ce que les Français ont à dire et puis ensuite on en tirera les conséquences. Rien n'est tranché, tout est reporté. La vie politique, excepté les textes en cours à l'Assemblée, sont discutés ou votés. Le grand débat est-il l'antidote ponctuel à la colère? Quelle est la réponse politique qu'il faudra lui apporter? Le président ne doit pas rater l'atterrissage. Ce sera ici que tout va se jouer. Quant au président, eh bien, il reprend des couleurs dans les sondages. Paradoxe en ces temps troublés. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Virginie Leguet, vous êtes de Paris Match. Bonsoir Nicolas Tenzer, directeur de la revue Le Banquet. Et Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Merci d'être avec nous. Donc après la tempête, le calme presque plat, Emmanuel Macron est sorti et bourriffé de la crise des Gilets jaunes. Le président en a, dit-on, perdu quelques kilos, mais il n'a pas perdu de plume. Paradoxalement, il remonte dans les sondages, il reprend 4 ou 5 points. Dans le JDD d'ailleurs, pour l'IFOP, dans le JDD ce week-end, il prend 4 points. Voilà, on le voit à l'antenne. Comment expliquez-vous cette embellie alors qu'il a vécu quand même 11 semaines compliquées? Je reprends votre terme, Roselyne, ce n'est qu'une embellie. Oui. 27%, c'est symboliquement au-dessus de son socle électoral. Non, mais il pourrait paraître paradoxal après ce qui s'est passé. Justement, c'est très clairement dans un contexte d'impopularité structurelle. Ça fait 5 mois de suite qu'il dépasse 70% de mécontents. Il est minoritaire dans toutes les catégories de population. La part des très mécontents, c'est-à-dire des gens les plus furieux, dépasse 40%. Mais très clairement, on a vu avec le triptyque, si je puis dire, 10 décembre, vœu du 31 décembre extrêmement dynamique et annonce du grand débat, un président qui a remobilisé son socle électoral, attaché à l'ordre et à la sécurité. Donc la droite. Après la Churie, et puis désembardé à droite et au centre, et puis très très clairement, et là ce sont des enquêtes qualitatives, beaucoup de Français ont eu le sentiment qu'avec le 10 décembre, qu'avec surtout sa participation au débat, il a repris la main, il a entendu la colère du pays et dans un contexte où les oppositions restent éparpillées, affaiblies, y compris peut-être le Rassemblement national, il y a toujours une sorte de proximité admirative à son égard qu'on a vu lors de cette performance face au maire qui est, il est le seul, je dirais, rempart dans un océan d'incertitude. Mais au-delà de ça, au-delà de cette embellie, je suis frappé à quel point les ressorts de l'impopularité sont enracinés, sont sédimentés, absence de résultats sur le pouvoir d'achat, malgré les annonces du 10 décembre, politique jugée injuste, et puis, il faut le dire, sape personne. J'avais dit récemment dans Le Figaro que Emmanuel Macron était le problème et en même temps la solution. La solution parce que son socle électoral ne voit que lui et il a clairement remobilisé, y compris à droite. Le problème, quand on écoute, quand on lit les paroles de Français, c'est clairement sa personnalité, un cocktail de mépris, arrogance, déconnexion. Et ça, les petites phrases qu'on avait tendance à mettre à distance sont systématiquement reprises, sédimentées et ont très clairement délité son lien avec les Français. L'enjeu du grand débat, c'est peut-être restaurer ce lien.
il y a aussi la question de la sortie du grand débat qui est un vrai risque. Oui, absolument. Alors justement, pour reprendre ce que vous disiez, à l'Élysée, les conseillers du président vous disent, je cite, « Le président a retrouvé la pulsation du pays, qu'il y a eu une conversion du regard entre lui et les Français et qu'il a replongé vers le peuple. » En clair, il s'est pris une claque et il a compris et donc il se remodifie, Virginie. J'adore le langage macronien. Oui, c'est pas sûr que les Français le goûteront tout autant. Mais enfin, non, bon. mais c'est destiné aux journalistes pour qu'ils... voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'après des semaines, pour ne pas dire des mois, si l'on fait démarrer ces difficultés à l'affaire Benalla qui a éclaté avant l'été, après des semaines et des mois de tétanie, voire de paralysie, Emmanuel Macron a retrouvé une agilité politique. Il a recommencé à sortir, à parler, à établir des dialogues extrêmement longs avec les maires, mais en tout cas à démontrer sa virtuosité intellectuelle, sa mémoire, sa connaissance des dossiers. Il a multiplié ces séquences-là, il a fait un déjeuner à huis clos, il a parlé aussi à des Français, disons, qui n'étaient pas des élus comme lui, comme des maires. Il est à la manœuvre et ça fait du bien de voir un président que l'on croyait aux abonnés absents, revenir sur le devant de la scène. Pour autant, la route est longue et la route sera difficile parce que Emmanuel Macron, on le voit, même là encore, je ne sais pas ce qu'en dira Frédéric Dabi, mais le mot qui revient le plus souvent quand on parle de lui dans les sondages, c'est l'arrogance. Encore maintenant, même ceux qui disent, oui, ben, on le voit, tout d'un coup, on réapprécie peut-être l'intelligence exceptionnelle de ce président de la République, son enthousiasme et son ambition, mais malgré tout, il y a quelque chose dans sa personnalité qui fait une cassure avec les Français. Et ce n'est pas encore les quelques démonstrations auxquelles on a assisté ces dernières semaines qui ont permis d'effacer cette image. Je ne sais d'ailleurs même pas si elle s'effacera jamais, mais en tout cas, Emmanuel Macron, qui va multiplier ce genre de déplacements, je crois qu'il en a prévu une dans chaque région, mais il va changer le format quasiment à chaque fois, dit l'Élysée, aura fort à faire pour retrouver peut-être pas la confiance, mais l'affection des Français. Et de la façon dont il tirera les leçons de ces 2 mois de débat, de la façon dont il ne devra pas, avant la fin, dire déjà ce qu'il a en tête, ce qu'il commence parfois à dire quand il s'emballe un peu trop, quand il parle trop, dépendra le regard que porteront sur lui les Français. Pour Jean-Marie ou Nicolas, peut-être sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, dans le fond ce qu'on a compris cette petite embellie qui est pour l'instant suspendue, il a réaffirmé l'autorité de l'État, ce qui a plu d'ailleurs à son électorat du centre et de la droite. Et deuxièmement, chose importante aussi, c'est cette opposition face à lui qui, en réalité, extrêmement affaiblie, donc avec un sentiment, quoi d'autre à la place de Macron ? Est-ce que c'est ça qui joue aussi ? Tout est dit, vous avez tout dit. Alors. Vous avez tout bon, dit. Non, mais vous allez développer en mieux. Non, on ne peut que paraphraser. J'aime beaucoup la formule de Frédéric. Le problème et la solution. Le problème, on l'a amplement évoqué. La solution, vous venez de l'évoquer, parce qu'il est la solution, parce que c'est le vide. Et parce que c'est le désert ailleurs, hormis les extrêmes. Et donc, quiconque veut éviter les extrêmes se retourne évidemment vers Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est exactement cela. Par ailleurs, c'était intéressant la formule du Premier ministre, parce que quand il dit « je veux écouter » et puis conclure après, c'est rigoureusement le contraire, mais le contraire absolu de ce sur quoi ils pensaient fonder le socle de la réussite, c'est-à-dire « je fais ce que j'ai dit, nous faisons ce que nous avons promis de faire ». Et donc là, c'est un renversement complet dont il sera très très difficile de sortir. Le risque étant pour Emmanuel Macron de considérer que l'embellie aidant, il va retrouver, je pense, plus qu'une image affectueuse, je ne pense pas qu'il y atteindra, je pense en revanche qu'on va le créditer de courage. Et donc en cela, courageux, c'est déjà quelque chose qui compte. Le risque, c'est qu'il considère qu'il a fait une belle prise de judo, qu'il s'est rétabli après avoir frôlé le pire, c'est cette fameuse dizaine de jours du mois de décembre où là, on le sentait, on le voyait chancelant, et puis qu'il reparte, j'allais dire, en déroulant son programme. Cela dit, quoi qu'il arrive, je pense qu'il sera minoritaire. Il sera minoritaire, mais après, la règle électorale, vous la connaissez, si En Marche reproduit aux élections européennes le score d'Emmanuel Macron au premier tour,
CQFD. Donc voilà comment il peut penser s'en sortir. Et sur ce que disait Virginie, sur ce qui reste dans le fond, c'est cette méfiance sur l'arrogance de ce jeune président qui lui a valu cette course à l'impopularité de plus en plus rapide quand on compare avec ses prédécesseurs, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. S'il n'y avait pas le fond président injuste, président des risques, oui, ça n'accrocherait pas autant. Oui, je pense que le socle négatif pour lui, c'est l'idée d'injustice qu'il a installée d'entrée de jeu avec les mesures qu'il a prises. Oui, et ça justement, et c'était aussi le sens de ma question, Nicolas, c'est que ça, si certains Français espèrent que le cap change, il gardera cette image effectivement du président des riches. Et ça, arrogance plus président des riches, il va avoir du mal à inverser la tendance. Mais je pense qu'il en a parfaitement conscience. Je pense qu'il est dans une position aujourd'hui, à travers ces débats, qu'il affectionne. Je pense qu'il prend un vrai plaisir à débattre, à discuter. Enfin, ça se voit. Je suis sûr qu'il rentre à la maison le soir et puis il se dit finalement, j'ai passé une bonne journée. J'ai écouté, j'ai discuté. Je pense qu'il a compris qu'il alors qu'Édouard Philippe a l'air de s'ennuyer. Je pense qu'il doit renverser le socle. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un contact avec les Français, qui aime bien les écouter, qui aime bien discuter avec eux, qui n'est pas du tout quelqu'un il aurait dû le faire bien avant. Et c'est presque quelque chose, effectivement, qu'il aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire dire, finalement, je vais prendre appui sur ce que veulent les Français, mais aussi, alors quand je dis sur ce qu'ils veulent, c'est aussi sur leur colère, leurs insatisfactions, leurs griefs. Voilà, exactement. Et puis, transformer ça en quelque chose de totalement nouveau. Ouais. Alors maintenant, il y a un problème politique, parce que Jean-Marie a tout à fait raison d'évoquer la question de l'injustice, du sentiment d'injustice qui est très profond dans le pays, qui ne date pas d'Emmanuel Macron. Soyons clairs, c'est quelque chose, je dirais, sur la longue durée qui apparaît à travers une série d'enquêtes d'opinion dans des circonstances très différentes, et injustice qui veut dire aussi on se compare à son voisin, on se compare à son collègue, à son chef, à ses amis, etc. Mais je pense qu'il faudra qu'il parte de là et à la fois continuer quand même un programme de réforme, parce que sinon il perd toute légitimité, et en même temps rendre ces réformes justes. Et je pense que sur le plan politique, il y a un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir conquérir une partie de cette gauche qui avait voté pour lui, qui l'avait soutenu, qui était déçu évidemment du Parti socialiste, surtout avec évidemment Hamon, et qui a besoin de s'exprimer et qui ne trouve pas aujourd'hui dans l'offre politique, ni du côté de la France Insoumise, ni du PS d'Olivier Faure, quelque chose qui lui corresponde. Sauf que sa route est inverse. Le cap qu'il a choisi est inverse, puisqu'il a choisi d'aller vers l'électorat de François Fillon, et qu'il en donne de multiples preuves, et centré sur l'idée d'autorité, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, le symbole de ce virage et de ce cap à droite, c'est évidemment la loi anti-casseurs. Mais comment combiner les deux? Peut-on imaginer qu'il fasse ça? Est-ce que c'est possible? Peut-on imaginer qu'il fasse ça maintenant pour consolider sa base, et qu'à la fin du grand débat, il sera bien obligé d'annoncer un certain nombre de mesures qui devront satisfaire tous et pas toujours les mêmes, et que du coup, le virage à gauche s'amorce à ce moment-là, et qu'ayant élargi sa base, il soit moins aux abois pour pouvoir un peu regarder du côté de le schéma idéal que vous décrivez là. C'est un schéma stratégique. Alors, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose d'inédit, parce qu'on a vu dans les 18 premiers mois du quinquennat une sorte de métamorphose du socle électoral d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on voyait pendant la campagne, dans notre rolling quotidien? C'est 40 à 50% des électeurs de François Hollande qui choisissaient, comme vous le dites, Emmanuel Macron. Très clairement, ils ont été déçus, notamment par ce sentiment d'injustice qui est vraiment, et maintenant au cœur des critiques vis-à-vis du président. Les Français nous disent dans nos enquêtes, oui, la France se transforme, il y a des réformes, mais elles sont systématiquement injustes, et elles ne me bénéficient pas, elles bénéficient qu'au premier de cordée. Mais on n'est pas sur des vases communicants. Ces électeurs de gauche raisonnable, de gauche qui avaient voté par exemple Manuel Valls à la primaire, ils ne sont pas partis. Ils sont plutôt en position d'attente. Ils refusent complètement l'extrémisme de la France insoumise. Ils ne se reconnaissent pas dans Génération, pas encore dans le Parti socialiste. Donc il y a cet espace. Peut-être que Emmanuel Macron va vouloir le reconquérir un peu plus tard avec des réformes ou des mesures comme par exemple la PMA qui est prévue pour 2019, qui serait une sorte de symbole fort. Mais très très clairement, l'axe depuis la nomination d'Édouard Philippe, sa première phrase lorsqu'il y a la transmission des pouvoirs avec Bernard Cazeneuve, c'est « je suis un homme de droite », jusqu'aux réformes loi travail, SNCF, soutenues par l'électorat de droite âgé
y compris des retraités mécontents sur de très nombreux points, c'est très clairement la course vers le centre-droit, le rapprochement avec Alain Juppé, avec Jean-Pierre Raffarin, et le positionnement de LR avec ce choix de François-Xavier Bellamy, qui n'est pas un si mauvais choix, mais ça, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Ça laisse un espace, ça laisse bien sûr un espace pour ce peuple de droite qui apprécie les réformes, qui est attaché à l'ordre et à la sécurité et qui refuse la chienlit que l'on a connue, que l'on connaît depuis maintenant quelques semaines. C'est clairement, pour l'instant, du pain béni, ou en tout cas un terrain de chasse pour le président. Alors, je pense qu'il y a une catégorie de l'électorat qui est assez intéressante, qui est, j'allais dire, sans parler uniquement des adhérents, bien sûr, l'électorat CFDT. C'est très intéressant de voir, par exemple, que la CFDT joue aujourd'hui complètement le jeu du grand débat. On a des militants du parti qui participent, la CGT organise, etc. La CFDT, pardon. Comment, effectivement, la CFDT, enfin, cette gauche-là, qui est un peu symbolisée par ce syndicat réformiste, peut effectivement parvenir à rentrer dans le jeu d'Emmanuel Macron, et comment Emmanuel Macron peut évidemment reconquérir cet électorat. Prenons un symbole. Vous avez vu le clash qu'il y a eu récemment avec le MEDEF sur la question des contrats courts. Je trouve que c'est tout à fait exemplaire de ce qui pourrait devenir évidemment une politique d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup fait du thème de la protection des travailleurs, protection par l'Europe aussi, l'une de ses thématiques de campagne. Et je pense qu'à partir du grand débat, s'il veut saisir son opportunité, il devra, en même temps que de rester ferme sur la sécurité et sur des réformes qui sont nécessaires, qui sont social-démocrates, somme toute, eh bien, essayer de donner un certain nombre de symboles de ce type-là. Virginie, la marge de manœuvre sur les prochaines réformes, on sait que ce qui est sur la table, c'est la réforme des retraites et l'assurance chômage, mais c'est deux sujets explosifs, puisque les retraites, il s'agit de remettre tout le monde au même niveau. Il y a 42 régimes aujourd'hui, il faut en faire qu'un. Et puis, pareil, l'assurance chômage, ça touche aussi à la protection sociale. De toute façon, la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron jusqu'à la fin de son quinquennat est très étroite, parce qu'il doit à la fois ne pas décevoir ceux de ses électeurs qui ont cru en lui parce qu'il avait promis des vraies réformes et des réformes de fond et des réformes structurelles qu'il n'a pas faites jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il aurait fallu commencer par des réformes plus importantes que celles par lesquelles il a commencé? Est-ce que la réforme de la SNCF ou la moralisation de la vie publique ou les 4 ordonnances sur le code du travail étaient si fondamentales qu'il fallait commencer par là? Oui, enfin, le symbole n'a pas à exister au début d'un quinquennat où on a quand on dit qu'on veut libérer le travail dans ses promesses de campagne, et si on ne commence pas par une loi symbolique là-dessus... En tout cas, c'est maintenant qu'il a vraiment des réformes très lourdes à mener, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il est capable d'entraîner le pays pour mener ces réformes-là? Il ne pourra le faire que si, par ailleurs, à la fin du grand débat, il annonce un certain nombre de réformes qui s'adresseront alors vraiment à ceux qui satisferont ceux qui réclament la justice fiscale, c'est-à-dire aux riches, parce qu'il peut dire je maintiens l'ISF, ce qu'il va probablement faire, mais il ne pourra pas faire oublier de s'adresser aux riches d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça sera une nouvelle tranche d'impôt? Est-ce que ça sera une taxe sur les dividendes? Je ne sais pas, ça sera des pistes que Bercy il y a une réponse institutionnelle et il y a une réponse sociale, politique. Il y aura une réponse, il faudra s'adresser à tous. Mettre les retraités à contribution comme il l'a fait, ça a été une chose, mais demain, comme il va falloir faire un effort, qu'il y a eu déjà 11 milliards de lâchés, que probablement il va en lâcher encore plus à la fin du grand débat, il va falloir mettre tout le monde à contribution, y compris les riches. Et là, peut-être que le sentiment d'injustice fiscale s'atténuera. Frédéric, comment Emmanuel Macron se sort de ce nœud gordien? Oui, c'est un nœud gordien et c'est vrai qu'il y a une vraie zone de risque, comme l'a dit Virginie, sur la fin du grand débat. Le risque, il n'est pas maintenant. On le sait très bien, les Français, on est un peuple éminemment politique, aiment discuter, aiment participer. Quand nous, à l'IFOP, on organise des exercices de démocratie participative, des consultations, ça se fait beaucoup quand même à l'échelle locale. C'est une sorte de contrat. Les citoyens se forment, prennent du temps, participent à des débats, mais ils attendent très clairement un retour. C'est une sorte de contrat. Là, la vraie zone de risque, c'est comment synthétiser, comment faire en sorte que toutes les personnes qui écrivent dans des cahiers de doléances, qui participent à des débats, aient le sentiment de s'y retrouver. Je le répète, quand nous travaillons à l'échelle locale pour une grande ville qui réalise une consultation, qu'est-ce que c'est difficile pour un maire de montrer qu'il a réussi à prendre en compte les avis, les remarques, les suggestions. Quid de
de ce travail, de cette traduction à l'échelle nationale. Dans une enquête publiée ce matin par l'IFOP et Fiducial pour CNews et Sud Radio, on voit très bien à quel point sur l'image d'Emmanuel Macron, la sincérité, l'honnêteté, ces traits d'image se sont absolument effondrés. Je ne parle pas de la proximité. Donc là, ils ne sont pas honnêtes, ni sincères. Il y a ce prisme de la tromperie, de ce que nous dit Néparé, qui reste extrêmement imprégné depuis le début du quinquennat. Ouais. Et je pense qu'il faudra trouver effectivement quelques outils de négociation. Je vais prendre un exemple, la réforme de la fonction publique, à laquelle tient beaucoup Édouard Philippe, sur laquelle un certain nombre de ministres d'ailleurs en off ont expliqué leur réticence. Comment faire une réforme qui à la fois transforme fondamentalement l'action de l'État, ce qui est tout à fait nécessaire, et en même temps trouver les recettes pour un donnant-donnant avec les fonctionnaires, pour des fonctionnaires qui ont eu une sorte de gel, enfin qui ont eu un gel finalement de leur rémunération depuis maintenant plusieurs années. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron, puisque ça datait aussi du quinquennat de François Hollande. Voilà. Et je pense que ça fait partie des sujets. Sur la question de la fiscalité, beaucoup évoquent l'augmentation de l'impôt sur les successions. Il faudra que ça se fasse éventuellement, mais à partir d'une tranche suffisamment élevée pour que ce soit symbolique. Ce sera d'ailleurs sans doute une réforme beaucoup plus juste que l'ISF. Voilà. Jean-Marie, sur la traduction que doit prendre la finalité de ce grand débat, en quelque sorte la réponse politique, on a déjà entendu Emmanuel Macron lors du premier débat, c'était vers la fin, où il disait bon, les référendums, c'est toujours un peu compliqué. Il prenait comme exemple le Brexit. On sait qu'on ne répond jamais à la question, qu'on répond à côté ou contre celui qui la pose. Comment, je disais tout à l'heure, c'est l'atterrissage va être vraiment extrêmement compliqué. Donc la réflexion pour l'exécutif, elle a déjà commencé. Qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, selon vous, être proposé ? Tout ce qui a été dit. Ah bon, fait l'inventaire de ce qui peut être proposé. Sur le plan institutionnel, il y a eu l'idée, en effet, de dire on va sortir par le haut en organisant un référendum. Et on va même sophistiquer les choses, puisqu'on va poser un référendum à questions multiples. Moi, je pense que c'est une très mauvaise piste. D'abord parce qu'il y a des élections européennes. Et quand vous entendez Marine Le Pen dire tout ça se résoudra, je demande la dissolution, mais l'important, c'est de voter aux élections européennes. Il faut saisir cette perche-là, si vous voulez. Il ne faut pas s'en détourner et il faut se concentrer sur l'élection européenne. Le référendum, c'est plusieurs obstacles. C'est fondamentalement le référendum en France. On vote, on répond à celui qui pose la question, beaucoup plus qu'à la question posée. Donc même s'il faisait un référendum à questions multiples pour se dire on va noyer le poisson, etc., il aura de multiples réponses. Je crois qu'il l'a compris. Il aura de multiples réponses non, parce que majoritairement, il y aura une majorité de gens pour voter non à Emmanuel Macron, les uns pensant qu'il s'en ira, d'autres pensant qu'ils auront manifesté leur mécontentement. Parce qu'encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il sera durablement minoritaire tout au long de son quinquennat, ce qui n'empêchera pas d'autres victoires électorales, mais néanmoins, il sera durablement minoritaire. Sur ce grand débat, donc il faudra qu'il en reste quelque chose. Il y aura une réponse, on verra le type de réponse, qu'elle soit institutionnelle, sociale, mais sur comment on intègre à long terme le participatif dans la vie politique. Juste un mot, regardez ce qui s'est passé sur la crise des Gilets jaunes. Les 10 ou 12 milliards qui ont été lâchés, comme on dit. 11 milliards, Ils ont répondu en grande partie aux revendications qui apparaissaient les plus légitimes. Et quand vous regardez les projections qui sont faites aujourd'hui, on s'aperçoit que les effets de ces mesures seront des gains de pouvoir d'achat pour, en gros, la classe moyenne et pour celles et ceux qui, au fond, en avaient le plus besoin avec le revenu d'activité et ainsi de suite. Ça n'est pas pour cela que ce sera ressenti. Et donc, de la même façon, la sortie du débat, il pourra prendre les mesures qu'il veut. Elles, certainement, seront destinées à frapper l'opinion. Ça n'est pas pour autant que ce sera ressenti comme la solution. Il y aura de toute façon un ressentiment qui perdurera. Donc, on est sur une longue marche. On est sur une trajectoire longue, j'allais dire, une pierre après l'autre. Donc, il ne faut pas attendre non plus de la fin du débat quelque chose qui, comme par miracle, rééclaircirait. Oui, va guérir les écrouelles. Il est en train de regagner sur l'électorat de François Fillon. S'il suit les conseils de Virginie, il regagnera un petit peu sur le centre-gauche et ça le remettra un peu dans une position où il pourra à nouveau gouverner.
encore une fois, gouverner minoritaire, c'est le cas de tous ses prédécesseurs. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais sur la question que je posais avant que Jean-Marie continue son propos, sur... C'est une question difficile peut-être, difficile de répondre. Voilà, peut-être. Ah ben, donc vous voulez pas y répondre. Si, je vais essayer. C'est sûr. Comment si vous la reposez. Non, parce que comment ce débat parce que de venir voir des Français, etc., dire c'est participatif, on fait la politique autrement, ok, super chouette. Mais comment on fait vivre comment dire, cette politique de manière différente? C'est-à-dire que le participatif rentre d'une manière plus pérenne dans le débat politique. Mais déjà, j'ai envie de dire, il est rentré. Il est rentré à l'échelle locale. Oui, mais il est rentré au moment d'une crise. Il y a des grandes villes, alors même prenons la ville de Paris, où il y a un budget participatif. Les dispositifs de démocratie participative, conférences de citoyens, ateliers citoyens, conférences de consensus sont maintenant, je ne dirais pas quelque chose de classique, mais ça irrigue le champ local. Et n'oublions pas, Roselyne, s'il y a des élus qui échappent à cette défiance vis-à-vis du politique, ce sont les maires, ce sont les élus locaux qui, justement, organisent ce type de co-construction avec les citoyens. Maintenant, je ne poserai pas la question comme ça. Je crois que ce grand débat, il était indispensable à Emmanuel Macron pour reprendre la main. Il faut voir d'où il vient. Une année horribiliste. Il a perdu 27 points pendant toute l'année 2018. Et puis, très, très clairement, le mouvement des Gilets jaunes, il l'a terriblement fragilisé pour ce qu'il était et par cette gestion calamiteuse, avec d'abord un silence fait présidentiel, 10 jours qui l'ont fortement ébranlé. Il ne pouvait pas ne pas trouver une traduction qui était le grand débat. Maintenant, il y a la question de la réponse politique, et surtout, qui est extrêmement périlleuse. Oui, mais c'est surtout que les Français aujourd'hui disent on veut participer à la vie publique et à la décision. Ils le disent, mais c'est un peu. Il faut prendre ça avec un peu. Il faut prendre ça avec le RIC. Je pense que les Français ne se posent pas cette question, mais ils veulent participer. Mais quand on regarde la participation électorale en dehors de la présidentielle, et encore, on ne vote plus. La dernière abstention aux élections européennes, c'est 57%. Il faut bien avoir ça en tête. D'accord. Alors il faudra aussi voir ce qui est intéressant, qui participe à l'ensemble de ces débats organisés, de même que qui participe à l'ensemble des consultations que vous avez évoquées au niveau notamment municipal. Ce ne sera pas vraisemblablement une majorité de Français. Alors il y aura beaucoup plus de Français que d'habitude qui participeront, que ce soit à des débats, que ce soit par Internet, ça c'est certain, mais ça reste malgré tout, je crains en tout cas, ça restera une minorité de personnes. Ça, il ne faut pas non plus, il ne faut pas non plus l'oublier. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir pérenniser ce genre de formule. C'est ça. On ne pourra pas avoir le grand débat, mais il faudra régulièrement trouver des manières de faire que les gens puissent dire quelque chose. Maintenant, il y a un deuxième sujet qui est lié à cela, c'est la question des capteurs sociaux. Ouais. La plupart des gouvernements, et ce n'est pas spécifique bien sûr à celui-ci, manquent considérablement de capteurs sociaux, c'est-à-dire de perception. Ce que vous appelez les capteurs sociaux. C'est-à-dire de perception. Celui-là, on était attentes, complètement démunis. Voilà. Et de perception des attentes, de perception des difficultés de la vie quotidienne. Oui, c'est retourner au terrain. Je vais vous donner un exemple. Je veux dire, par exemple, à travers les banques. Les banques ont un grand nombre d'informations sur les situations concrètes d'endettement, sur les demandes de report d'échéance, sur des prêts temporaires. Bon, tout ceci donne des indications, parce qu'on peut avoir beaucoup plus de détails sur les raisons, sur les causes, sur le type de dépenses en cause. Mais la cause, c'est pas le non-cumul des mandats, du coup. Non, mais parce que le non-cumul des mandats fait que le vrai sujet, c'est comment est-ce que le gouvernement, les autorités publiques parviennent sur des situations très concrètes, très précise, par catégorie, par personne, à comprendre ce qui se passe et à essayer de répondre, plutôt que de raisonner en termes de statistiques générales, à quelque chose qui est assez fréquent dans l'esprit public. Le problème est que vous aviez affaire à une équipe autour du président, ce qu'on appelle les Mormons, je crois, non la petite équipe, non, c'est pas ça. Non, c'est la secte. Enfin, disons, non. Enfin, bref, tous ceux qui l'entouraient professaient qu'ils avaient fait une excellente campagne, ils avaient ausculté la société française pendant la campagne, donc ils savaient.
Il savait, il n'avait besoin ni des syndicats, ni des politiques, ni des associations. C'est là que le bas a blessé, c'est tout. Donc déjà, commençons par reprendre le contact avec les associations, avec les maires, avec les élus, avec les syndicats, etc. Et on aura déjà une meilleure physionomie du pays. Virginie. Je voulais revenir sur les gestes qui pourraient être faits par le pouvoir pour donner peut-être plus facilement la parole aux Français. Édouard Philippe a ouvert la porte, ou entrouvert la porte lorsqu'il s'est exprimé. Il a fait allusion au référendum qui existe déjà dans les textes, qu'il n'a jamais été utilisé parce que les conditions d'utilisation sont extrêmement restrictives, qu'il faut énormément de signatures, qu'il faut que ça soit en plus contresigné par une partie des parlementaires et par un grand nombre d'électeurs. Donc ça n'a jamais été utilisé. Mais il a dit que si le RIC le hérissait, ce référendum-là pouvait être utilisé peut-être comme point de départ et que les conditions d'utilisation de ce référendum pouvaient être assouplies. Donc, on voit bien la réflexion du gouvernement. Ce n'est pas tout à fait de céder ce RIC, de le lâcher sur la place publique aux Gilets jaunes, mais probablement d'assouplir un peu les conditions d'expression des Français. D'autant que le RIC avait un seul objectif, c'est de débarquer le président. Oui, c'est ça. Le RIC avait une vocation révocatoire, justement. Juste un mot, c'est court, parce qu'on va passer à la politique sur les réseaux. Il y a une idée qui fait son chemin et qui monte, c'est l'idée de faire des législatives au bout de 3 ans, c'est-à-dire non pas dans la foulée de la présidentielle comme ce qui se passe aujourd'hui depuis l'inversion du calendrier. Ce serait une sorte de mi-terme, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on redonne, en quelque sorte, le président vient retrouver une légitimité. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, c'est une idée qui n'est pas, à mon avis, exprimée spontanément par les Français. C'est une idée qui peut se comprendre. C'est clair que l'inversion du calendrier électoral a considérablement changé la donne de la Ve République et elle a, je dirais, rendu, peut-être pas inutile, mais elle a complètement, je ne sais pas quel terme utiliser, mais amoindri l'intérêt des élections législatives, qui sont des élections maintenant phagocytées. Merci Virginie, des élections de confirmation. Oui, des mi-termes. Alors après, c'est un risque assez sérieux parce que des majorités confirmées, il n'y en a pas eu. Il y a eu la majorité de droite il y a environ 40 ans, en 78. C'est un calcul à très courte vue. Ça consiste à pour rétablir l'autorité du président, pour rétablir sa situation dans l'opinion, à créer les conditions d'une cohabitation. Cohabitation égale sauvegarde du président. C'est tout. Et je pense que c'est un risque totalement démesuré. D'autant plus que quand on voit le système américain, qui est évidemment très différent, on s'aperçoit que les midterms sont en général plutôt un échec pour le parti du président en place. Voilà. Mais c'est une façon pour un président de se faire relégitimer au milieu de mandat. Il y a fort peu de chances que ça soit mis en place. Mais c'est avec l'accélération de la vie politique depuis l'instauration du quinquennat, c'est vrai qu'on peut considérer qu'il n'y a pas de respiration dans le quinquennat, puisque sont élus en l'espace de quelques semaines le président de la République, puis les députés, et que les députés sont forcément très, très attachés au président. Mais pour autant, est-ce qu'il faut rendre le système instable à ce point-là? C'est pas forcément une idée. Bon, on verra. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va? Très bien. Je ne sais plus, j'ai pas mes feuilles dans l'ordre. Voilà, c'est ça. De la loi. Oui, la loi. On voulait en parler. Je sais que Jean-Marie voulait en parler, mais loi venue du Sénat. J'ai des invités très bavards. Et pour en parler, sachant que c'est un sujet qui a déclenché de vives polémiques, vous imaginez bien, sur les réseaux sociaux. On s'est dit qu'on allait commencer par les fameux emojis, parce que finalement, ils résument très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai même pas eu à trier pour qu'il y en ait moins. En fait, celui du milieu résume bien. C'est donc le gyrophare. Il y a une notion d'urgence. En fait, le sentiment qu'il est vraiment urgent de faire quelque chose. Le singe qui se cache les yeux, qui est quand même au milieu de ce débat. On ne parle peut-être pas de tous les sujets. Et finalement, ça aurait mérité sans doute un débat un peu plus large, même s'il y a urgence. Et puis, il y a aussi beaucoup de peur et des débats qui suscitent quelques sourires, mais ce n'est pas le bonhomme qui pleure de rire qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est quelqu'un qui dit, voilà, ces débats suscitent plutôt
plutôt des discussions, on va dire, au 2e ou 3e degré. Voilà. Et globalement, les gens sont plutôt favorables, on va dire. Ils ont envie d'une loi, mais pas cette loi-là qu'ils trouvent un peu excessive. Et il suffit de regarder les mots qui sont le plus utilisés dans les messages pour qu'on comprenne. En fait, ils ont envie d'être protégés, mais ils ont l'impression que c'est un peu liberticide quand même. C'est essentiellement M. Nunes qui est mis en avant avec M. Castaner, mais voilà, on parle surtout d'eux. Ils cristallisent beaucoup les discussions. Les gens trouvent que c'est un peu injuste. Il y a le nom de Benalla qui sort souvent parce que, évidemment, il y a des parallèles qui sont faits. Et puis, ils trouvent qu'on ne parle peut-être pas assez de la réalité du contrepoids qui serait nécessaire. Mais pour autant, ils ont envie d'être protégés et ils ont envie de cette loi. Donc, c'est l'ambivalence de la situation. French paradoxe. Et le paradoxe. Ce qui a permis au président de reprendre des points, ce que disait tout à l'heure aussi. C'est totalement compréhensible parce qu'en effet, on peut considérer dans l'urgence et compte tenu de ce que l'on a vu et du poids des casseurs dans les manifestations qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Mais en même temps, il faut toujours se méfier des lois de circonstance. Et celle-ci n'échappe pas. Il y a une disposition qui pose en fait problème, qui est l'autorisation donnée au préfet d'interdire des manifestations. Et donc, on dit, oui, mais il pourra recourir en urgence au juge administratif ex post. Après, il faut toujours que le juge soit en antériorité si on veut préserver les libertés. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est une faute. Même si les autres dispositions, on peut les considérer comme, voilà... Il y a beaucoup de débats, mais globalement... D'interdire aux gens de se cagouler, parce que ça signifie très clairement ce qu'on veut faire, et ainsi de suite. Mais sauf que derrière tout cela, il y a une opération politique, mais alors d'un pur classicisme, d'un plus ancien monde, vraiment. Je prends les propositions du sénateur Retailleau, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs de droite, et je les recopie, et je m'adresse très directement à cet électorat-là. Donc, voilà. Mais parmi les dispositions les plus contestées, il y avait aussi la création d'un fichier qui a été totalement... On se sert plus exactement d'un fichier existant. Oui, mais on se sert d'un fichier existant qui est le fichier des personnes recherchées. Finalement, ça a disparu. Il n'y a pas de fichier ad hoc. Ce qui a plutôt calmé les débats, parce que exactement. les gens étaient plutôt contre. Autre sujet, donc la liste pour les Républicains aux Européennes avec François-Xavier Bellamy, donc qui est contre le. Alors je ne vais pas vous dire que c'était un raz-de-marée de discussion sur le sujet non plus, sur les réseaux sociaux, mais j'ai regardé finalement quels étaient les noms les plus associés. Alors évidemment François-Xavier Bellamy parce qu'il porte le sujet, et en fait c'est assez amusant de voir que Yannick Jadot ressort plusieurs fois parce qu'en fait il se pose une question les uns et les autres sur fera-t-il le poids sur les sujets écologiques. Et puis, évidemment, vous avez aussi quelques personnalités comme Rachida Dati, Valérie Pécresse et Nadine Morano qui sont qui ressortent spontanément comme étant associés et comme étant la caution, finalement, pour les uns et les autres de François-Xavier Bellamy. Mais ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a regardé ce que pensent les militants et les sympathisants, parce que dans le fond, c'est intéressant à ce stade-là de surtout voir ce que pensent les gens qui sont derrière. Est-ce qu'ils sont contents de ce choix? Et n'oublions pas que les militants et les sympathisants sur les réseaux sociaux, ils sont quand même relativement disciplinés, en tout cas du côté LR. En règle générale, on ne critique pas ouvertement si facilement des discussions. Eh bien, je pense que là encore, les émojis parlaient d'eux-mêmes. Ils sont assez dubitatifs, les militants LR, en se disant, bon, alors pourquoi pas, mais en même temps, c'est quand même compliqué. Et ils sont beaucoup dans les demi-mots. Et quand on regarde leurs explications, ce personnage dubitatif symbolise bien. On ne peut pas dire que c'est formidable, mais en même temps, il fallait bien un nom. On ne peut pas dire que cette personne n'est pas bien, mais en même temps, est-ce que c'était une bonne idée de prendre quelqu'un d'aussi clivant? On peut pas dire. Voilà, ils sont beaucoup dans une forme de doute et ils auraient aimé, c'est ce qu'on lisait sur certains forums, pouvoir partir comme un seul homme derrière cette liste, et ce n'est pas tout à fait le cas. Oui. Un petit mot? Oui, je voulais simplement dire que, bien sûr, M. Bellamy allait conduire la liste, mais qu'il allait être secondé, épaulé, on verra selon les termes, par Arnaud Danjean et Agnès Evren, qui représentent des sensibilités assez différentes. Mais les trois sont très peu connus des Français. C'est là le paradoxe de cette élection. La plupart des têtes de liste, ce que j'ai vu, ils ne sont pas cités. Et avec un sujet, quand même, aujourd'hui, il a déclaré qu'il fallait renégocier le Brexit, alors même que Barnier, qui est quand même un républicain illustre, a quand même une position parfaitement claire. Merci. Et il a repris la voix du Front National sur ce plan-là. Merci. Curieux. Comme régulièrement ces derniers mois. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Et merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À la semaine prochaine. Merci.
Passer une mauvaise nuit vous fait passer à côté de votre journée? Découvrez Euphytose Nuit, une association unique de mélatonine pour un endormissement plus rapide et de Passiflore pour un sommeil réparateur. Euphytose Nuit, s'endormir et bien dormir, sans dépendance ni accoutumance.